En ce moment se déroule en Inde, ce qui est probablement le plus grand mouvement social de l'histoire de l'humanité, avec notamment le 26 novembre dernier une grève rassemblant plus de 250 millions de personnes. On avait expliqué l'origine de ce mouvement dans cette vidéo que je vous conseille de regarder avant celle-ci, parce que ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire voir ensemble tout ce que le mouvement paysan indien a traversé depuis le 14 décembre. On va voir qu'il y a eu une date charnière le 26 janvier qui a lancé une grosse vague de répression, mais on va voir que le mouvement a tenu, a survécu, voire même s'est renforcé, et on va évidemment en profiter pour apprendre au passage plein de trucs sur l'Inde de manière générale, parce que c'est aussi un peu l'objectif. Je crois que ça va être une longue vidéo, donc sans plus attendre, allons-y. On avait quitté les paysans le 14 décembre alors qu'ils avaient installé des campements sur les autoroutes autour de Delhi et qu'ils refusaient de partir tant que le gouvernement Modi ne retirait pas ses lois sur l'agriculture. C'est globalement resté comme ça jusqu'au 26 janvier. Le 26 janvier, c'est l'une des fêtes nationales en Inde. On célèbre l'entrée en vigueur de la Constitution en 1950. À cette occasion, et avec l'accord de la police, les paysans sont entrés avec leurs tracteurs dans la capitale, Delhi, pour célébrer le 26 janvier et manifester. Il y a rapidement eu des violences, notamment un jeune paysan qui s'est fait assassiner par la police d'une balle en pleine tête, mais le truc qui a traumatisé le pays, c'est lorsqu'un groupe de manifestants est entré dans le Fort Rouge, l'un des grands symboles de l'indépendance de l'Inde, et lorsqu'un paysan aurait grimpé en haut d'un mât pour arracher le drapeau national indien et le remplacer par le drapeau du Khalistan. Il faut savoir que l'Inde est composée de plein de peuples et de religions différentes, parmi lesquelles les Sikhs. Contrairement à la religion dominante en Inde, l'hindouisme, où il y a plein de divinités, le sikhisme est une religion monothéiste, avec un seul dieu, et on peut reconnaître les hommes sikhs à leur turban et à leur belle barbe, dont je suis incroyablement jaloux. Il s'avère qu'il existe un mouvement indépendantiste sikh qui vise à former un État indépendant de l'Inde qui s'appellerait le Khalistan. Ce mouvement a une place centrale dans l'histoire récente de l'Inde, en particulier dans les années 80, où il a pris de plus en plus d'ampleur, où la répression par le gouvernement est devenue de plus en plus sanglante, jusqu'à de gigantesques massacres et des assassinats, dont celui de la première ministre indienne Indira Gandhi en 1984. Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. They were Sikhs taking revenge for the invasion of their temple in June. And tonight mobs of Hindus have been attacking Sikhs in cities throughout the subcontinent. Donc forcément, arracher le drapeau national indien au Fort Rouge pour le remplacer par le drapeau du Khalistan, ça passe pas du tout et ça a été utilisé comme justification pour multiplier par 1 milliard la répression contre le mouvement paysan. Le problème, c'est que ça n'est jamais arrivé. Le drapeau national n'a pas été arraché, vous pouvez le voir flotter ici, et d'ailleurs vous pouvez aussi le voir entre les mains d'un paquet de paysans manifestants, et le drapeau qui a été levé n'est absolument pas celui du Khalistan, mais un drapeau sikh tout à fait accepté et acceptable. Preuve en est qu'au même moment, il était présenté au défilé officiel de célébration du 26 janvier, au même titre que les drapeaux représentant les différents peuples et religions d'Inde. Ça n'a évidemment pas empêché le gouvernement et la totalité des médias dominants, les Gaudi médias comme les appellent péjorativement les Indiens, d'utiliser cette histoire de drapeau pour présenter le mouvement paysan comme une résurgence du mouvement indépendantiste pour le Khalistan. What we are seeing is a shocking takeover of the democratic process in this country by a group of lumpens. They have used every weapon in their reach to try and undermine the Indian state. Shameful, shameful. Absolutely shameful. Cette affiliation mensongère permet de justifier une répression extrêmement violente et d'utiliser les lois antiterroristes pour réprimer les paysans et faire taire tous ceux qui osent ne serait-ce qu'informer sur le mouvement en cours. Par exemple, parmi les journalistes qui ont bien fait leur taf et expliqué que le jeune paysan assassiné le 26 janvier était bel et bien mort d'une balle policière en pleine tête et non, comme le prétend la police, d'un accident de tracteur, la police, c'est la même partout. Au moins 9 de ces journalistes ont été arrêtés, mis en examen pour sédition, ce qui veut dire incitation à l'insurrection, et sont menacés de passer le reste de leur vie en prison. Comme dans tous les régimes autoritaires, les journalistes sont parmi les premières cibles du gouvernement Modi. Un bon exemple de ça, c'est Mandip Punia, un journaliste qui a été arrêté le 30 janvier alors qu'il couvrait les manifestations. सडनली हम देखते हैं कि बैरिकेडिंग लगी हुई है उससे उसको पार करने की कोशिश करें माइग्रेंट वर्कर्स दिल्ली की तरफ जाना चाह रहे हैं कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया से आए तो उनको पुलिस वाले गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं वापस जाओ भागो और गालियां दे रहे हैं तो मैं और एक पत्रकार और थे धर्मेंद्र वो हम वीडियो बनाने लग जाते हैं
तो जब वीडियो बना रहे होते हैं तो एक पुलिस वाला आता है और पहले वो धर्मेंद्र को खींचता है अंदर। तो मैं कहता हूँ कि आप पत्रकार को ऐसे मत खींचिए। तो फिर उनमें से एकदम से एक दो तीन और आते हैं और वो मुझे भी खींच लेते हैं और फिर हमारे ऊपर लठ बरसाने लग जाते हैं। तो ऐसे उस बीच में मैंने आवाज़ भी सुनी थी पुलिस वालों की तरफ से, वो रामनदीप पुनिया, और लाठियाँ बरसाते रहे वो हमारे ऊपर। फिर हमें एक टेंट में लेकर गए, टेंट में भी हमें पीटा और उस बीच कहते रहे कि और ज़्यादा रिपोर्टर बनना है, इनको बनाओ पत्रकार, तुम्हारे जैसे पत्रकार बहुत सी देखिए हैं तो और रिपोर्ट करोगे पुलिस के ऊपर, और रिपोर्ट करोगे। और ऐसे और बथेरे पत्रकार हैं जो अभी जेलों में बंद हैं, जिनके ऊपर पुलिस या फिर आप कह सकते हैं। Bref, en termes de répression du mouvement paysan, il y a vraiment un avant et un après 26 janvier. Un truc dont on n'a pas du tout parlé dans la première vidéo, c'est la manière dont sont organisés les campements paysans autour de Delhi. Delhi, ça ressemble à ça, et c'est entouré par l'état de l'Haryana et de l'Uttar Pradesh. Des autoroutes rentrent dans la ville d'un peu toutes les directions, et c'est sur ces autoroutes, aux frontières entre l'Haryana, l'Uttar Pradesh et Delhi, que sont situés les campements. Dès le 27 janvier, les autorités coupent l'électricité et les arrivées d'eau sur plusieurs campements, par exemple à celui de Ghazipur. Vous m'excuserez l'accent. Comme on l'avait vu dans la première vidéo, importance cruciale de la solidarité, de l'eau potable et des générateurs d'électricité sont envoyés aux paysans des 4 coins du pays. Le gouvernement fait aussi couper le réseau internet dans la quasi-totalité de l'Haryana et aux frontières de Delhi. Le but, c'est d'empêcher les paysans de se coordonner, d'empêcher les communications entre les paysans et leurs villages, d'empêcher les journalistes de faire leur travail, et notamment de filmer et diffuser les violences policières. Justement, dès le 27 janvier, les campements sont attaqués par la police et dans certains cas par des milices, comme au campement de Singhu dans le nord, où des miliciens balancent des cocktails Molotov sur les paysans en hurlant des slogans comme « Butons les traîtres à la nation ». Certains campements ont dû être évacués à ce moment-là, mais dans les jours qui ont suivi, les paysans les ont repris, notamment grâce à l'arrivée de milliers de personnes envoyées en renfort par leur village qui, depuis le début du mouvement, organise des rotations pour envoyer constamment de nouvelles personnes vers les campements et permettre aux paysans manifestants, dont certains tapent quand même dans les 70-80 ans, de rentrer se reposer de temps en temps. Entre le 26 janvier et début février, la police diffuse des centaines d'avis de recherche et lance des arrestations massives. Plusieurs centaines de paysans sont emprisonnés, ce qui se rajoute à tous ceux qui ont été arrêtés avant le 26 janvier. Un exemple pas mal médiatisé, c'est celui de Nodip Kaur, une syndicaliste de 24 ans qui a été arrêtée et emprisonnée le 12 janvier et que la police a torturée et agressée sexuellement en prison. मेरा नाम नौदीप कौर है और मैं मजदूर अधिकार संगठन से हूँ और मैं पंजाब से हूँ। हम लोग ऐसे ही दिखा रहे हैं, मीडिया हो चाहे यहाँ के लोग हो, यही बोले कि किसानों का मुद्दा है। तो आप लोग देखिए, किसान और मजदूर आपस में जुड़े हुए हैं। प्रोडक्शन देखिए, उत्पादन से बनते हैं। पहले हम लोगों ने देखा है बैंक बिक गई है, हमारे कॉलेज बिक गए हैं, हमारे स्कूल बिक गए हैं, अभी सड़कें, रेलवे, पता नहीं क्या क्या बेच दिया है हम लोगों ने। अभी सिर्फ किसान के खेत बाकी थे और वो भी बेच दिए हैं। हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हमारा पूरा देश बिक गया है। सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की लड़ाई भी है, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई भी है। लेकिन पहले हम लोग एकजुट नहीं थे, अभी किसान आए तो साथ में मजदूरों को आना पड़ेगा, वरना यहाँ पे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। Bref, après une semaine d'attaques directes de la part de la police et des milices, que ce soit les milices du BJP, le parti de Narendra Modi, ou de la RSS, l'organisation paramilitaire fasciste dont est issu Modi et dont on a parlé dans la première vidéo, début février, la situation est à peu près stabilisée sur les campements. Les paysans n'ont pas lâché 1 centimètre de terrain. Le conflit et les stratégies des deux camps vont donc se déplacer sur le terrain de la communication ou de la propagande gouvernementale, que ce soit en Inde de manière générale, dans l'arène politique indienne ou à l'international. Le 2 février, ma bonne copine Rihanna fait un tweet se demandant pourquoi personne ne parle de ce qui se passe en Inde. Le 4 février, Greta Thunberg renchérit et les fascistes indiens pètent un câble. Manifestation, portrait de Rihanna et de Greta Thunberg brûlés sur la place publique, appel au viol, appel au meurtre, la totale. विदेशी शक्तियां मेरे देश की और एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिश रच रही हैं। किसान आंदोलन को जिस तरह हवा दे रही हैं, किसान आंदोलन को फंडिंग कर रही हैं। C'est aussi le début d'une grande opération de com par le BJP, le parti de Modi. On a notamment des centaines de célébrités indiennes qui se mettent soudainement à tweeter des messages anti-mouvement paysan et qui évoquent parfois une conspiration étrangère visant à détruire l'Inde. Ces tweets sont souvent identiques aux mots près et c'est à ça, les enfants, qu'on reconnaît une opération de com gouvernementale.
On notera aussi que le 1er février, Twitter a supprimé sur demande du gouvernement indien, donc en réalité a censuré environ 250 comptes de journalistes, politiciens et organisations qui soutiennent le mouvement paysan. Twitter est finalement revenu sur cette décision, mais le gouvernement les menace de poursuites pénales s'il ne censure pas de nouveau ces comptes, plus une nouvelle liste de 1178 journalistes, militants et opposants politiques. C'est une affaire qui peut sembler secondaire, mais qui est en réalité très importante parce qu'elle va déterminer les futurs pouvoirs du gouvernement sur les contenus et l'information en ligne. Quoi qu'il en soit, cet épisode Rihanna Thunberg Twitter participe à attirer l'attention internationale qui se place très majoritairement du côté du mouvement paysan. Cool. On assiste aussi en Inde à un regain d'intérêt pour le mouvement de la part des partis politiques d'opposition. Le plus gros d'entre eux, c'est l'Indian National Congress, un parti de centre-droit libéral assez classique qui a totalement dominé la vie politique indienne depuis l'indépendance, qui était au pouvoir pendant une 50aine d'années et qui, actuellement, est un peu au fond du trou étant donné que le BJP, le parti de Narendra Modi, tient une écrasante majorité des sièges à la Lok Sabha, qui est en gros l'équivalent de notre Assemblée nationale. But the story of the day is the tsunami. Prime Minister Narendra Modi storming back to power with an even bigger mandate than he had in 2014. His party winning over 300 seats. Début février, on a donc vu le Congrès et d'autres plus petits partis du centre et de la droite faire des communiqués et faire des discours pour expliquer qu'en réalité, ils soutenaient les revendications des paysans ou au moins qu'elles méritaient d'être écoutées. Évidemment, tentative de récupération. Par exemple, Rahul Gandhi, député du Congrès et qui est le fils de Sonia Gandhi, présidente du Congrès, qui était la femme de Rajiv Gandhi, Premier ministre de l'Inde dans les années 80, qui était le fils de Indira Gandhi, Première ministre de l'Inde dans les années 70, qui était elle-même la fille de Jawaharlal Nehru, qui était le premier ministre d'Inde dans les années 50. Évidemment, toutes ces personnes n'ont absolument aucun lien de parenté avec le Gandhi que tout le monde connaît, mais elles font partie de la famille Nehru-Gandhi qui domine totalement la vie politique indienne et l'Indian National Congress depuis les débuts de l'indépendance de l'Inde. Bref, Rahul Gandhi a fait un discours le 11 février face à l'Assemblée pour remonter les bretelles de Modi et défendre les paysans. एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। Le mouvement paysan est extrêmement méfiant à l'égard du Congrès, étant donné que c'est ce parti qui a libéralisé l'agriculture dans les années 80 et qui a donc lancé la crise dans laquelle sont actuellement plongés les paysans. On a aussi pu voir des petites tentatives de récupération par des partis nationalistes, y compris RSS, le groupe paramilitaire fasciste dont on a parlé dans la première vidéo, qui s'est fendu d'un communiqué critiquant le ministère de l'Agriculture pour son refus de négocier avec les paysans, le tout pendant que les miliciens de la RSS attaquaient les paysans à coups de cocktails Molotov. Face à ces appels du pied par les partis d'opposition et à ce début de soutien international, Modi contre-attaque le 8 février dans un discours à l'Assemblée dans lequel il réaffirme qu'il ne reviendra pas sur ces lois et où il explique que ces manifestations sont organisées par, je cite, des parasites et des agitateurs professionnels. एक नए रोडमैप पर हम सहमत हुए हैं। इंडियन ओशन क्षेत्र में हमारा ऑपरेशनल कोऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। La stratégie de communication du gouvernement est assez classique, c'est de présenter les manifestants comme des éléments antinationaux, c'est le terme employé, qui sont plus motivés par leurs petits intérêts personnels que par les grands intérêts de la nation. Le gouvernement les présente comme des Sikhs qui viennent exclusivement du Punjab et qui se battent pour conserver leurs petits privilèges, le prix minimum de soutien et le système de mandis dont on a parlé dans la première vidéo. Le classique, diviser pour mieux régner. देश के लोगों को आम जो जनता जो दूसरे स्टेटों में उनको ये दिखाने के लिए ताकि कल को यहाँ गोलियां चला दे लाठीचार्ज हो जाए तो लोग ये सोचे भाई कोई खालिस्तान आ गया होगा कोई आतंकवादी आ गए होंगे लेकिन यहाँ कोई नहीं है सरकार की बीजेपी की पॉलिसी रही है जो भी उनके खिलाफ बोलता है किसी को नक्सलवादी करार देते हैं किसी को खालिस्तानी किसी को जाटिस्तानी किसी को आतंकवादी मतलब देशद्रोही का तमगा दे देते हैं. Bref, début février, le conflit se déplace sur le terrain de la communication, notamment parce que le gouvernement tente d'isoler les manifestants du reste de la population. Il est donc crucial que le mouvement tisse des liens, que ce soit à l'international, au sein de l'arène politique indienne ou avec la population indienne de manière générale, de manière à s'assurer que la propagande gouvernementale ne prend pas et que des alliés foutent constamment la pression sur le gouvernement. Ça tombe bien, c'est exactement ce que font les paysans.
On le voit par exemple lorsque le 15 février, une quarantaine de paysans sont envoyés aux 4 coins du pays dans l'intention de rallier à la cause les villages d'autres États que l'Haryana et le Punjab. L'objectif, c'est de montrer que contrairement à ce qu'en disent Modi et le gouvernement, les manifestants ne luttent pas pour leurs petits intérêts personnels, mais pour ceux de la totalité des paysans indiens. On voit aussi de plus en plus de liens se tisser à l'international. Il faut savoir qu'une grosse partie de la population sikh ne vit pas en Inde. Il y a une grosse diaspora sikh. Au Canada, elle représente un peu plus d'1% de la population et elle est très impliquée dans la vie politique. Il y a plus de sikhs au Parlement et au gouvernement canadien qu'au Parlement et au gouvernement indien. On peut aussi citer le Nouveau Parti démocratique, qui est le 4e plus gros parti canadien et qui représente en gros le centre-gauche libéral et qui est dirigé par Jagmeet Singh, un politicien sikh. À une échelle un peu plus réduite, il y a aussi une grosse diaspora sikh au Royaume-Uni et aux États-Unis. Dans tous ces pays, les Sikhs sont très impliqués dans la vie politique et cette diaspora joue un grand rôle dans l'organisation du soutien international au mouvement paysan. Par exemple, début février, plus de 115 000 Britanniques ont signé une pétition demandant au gouvernement britannique de se positionner contre la répression du gouvernement Modi. Et comme le seuil des 100 000 signatures a été atteint, le gouvernement britannique a été obligé de réagir le 15 février et un débat parlementaire est prévu pour le 8 mars. Rien de ouf, hein, le Parlement britannique va refuser de se positionner parce que ça concerne les affaires internes de l'Inde, mais le simple fait qu'une pétition ait été autant signée au Royaume-Uni participe à la pression internationale exercée contre le gouvernement Modi. Mercilessly, their water supply, sanitation, electricity and internet have been intermittently cut. Trade unionists, human rights activists and journalists, including young women, have been arrested with reports of sexual assault and torture while in custody. The millions of protesters are from across India and different faiths. And yet, because a significant number of them are Sikhs, they have been singled out and branded as separatists and terrorists by unscrupulous elements of the mainstream Indian media. On a vu aussi un peu plus de 70 syndicats et ONG états-uniennes diffuser dans le New York Times du 14 février un appel à soutenir les paysans indiens. Nous, paysans, activistes et citoyens, exprimons notre solidarité avec les paysans indiens qui manifestent actuellement pour protéger leurs moyens d'existence. Le 21 février, c'est 87 syndicats d'agriculteurs états-uniens qui signent une lettre ouverte exprimant leur solidarité avec le mouvement paysan indien et rappelant que, je cite, « Ce que les paysans indiens endurent aujourd'hui, nous l'avons connu aux États-Unis il y a 40 ans sous la présidence de Ronald Reagan. » Même chose au Canada le 28 février. Les agriculteurs sacrifient leur bien-être et mettent leur vie en danger au nom de la totalité du peuple indien et sont un exemple pour le monde entier. Leurs sacrifices méritent notre soutien et gratitude éternelle. Nous saluons l'héroïsme des paysans et rendons hommage aux disparus qui ont sacrifié leur vie à la cause générale. L'occasion de préciser qu'entre les assassinats et les problèmes de santé dus aux conditions de vie paysannes, environ 300 manifestants sont morts depuis le début du mouvement, et c'est sans compter les très nombreux suicides quotidiens de paysans surendettés qui voient leurs terres menacées d'être saisies par les banques. Bon. Parmi les autres liens que le mouvement tisse, il y a des liens avec des organisations écologistes. Disha Ravi, une cofondatrice de la branche indienne de Fridays for Future, le mouvement de Greta Thunberg, a été arrêtée le 13 février et accusée de sédition, complot criminel et organisation d'émeutes. Son crime, c'est d'avoir partagé un fichier PDF appelant à soutenir les manifestants. Évidemment, son véritable crime aux yeux du gouvernement, c'est de tisser des liens entre les paysans et les écologistes. Il ne faut pas oublier que, comme le dit Swaminathan, le père et critique de la révolution verte dont on a parlé dans la première vidéo, la solution à la crise paysanne se trouve dans l'agriculture durable. So now we have to see agriculture in terms of more ecological techniques, what we call sustainable agriculture. This can be done only by a massive investment in rural infrastructure, rural roads, rural markets, rural communication. La rencontre entre les paysans et les organisations écologistes est donc absolument cruciale. Et enfin, le mouvement paysan tisse un autre lien hyper important, c'est celui entre les Indiens hindous, les Indiens musulmans et les Indiens sikhs. On en a parlé dans la première vidéo, l'idéologie de Modi, l'Hindutva, est un projet d'épuration religieuse et ethnique de l'Inde. Les 15% d'Indiens qui sont musulmans en sont parmi les premières victimes, comme on a pu le voir l'année dernière lors des émeutes de Delhi, lancées lorsque des groupes de nationalistes hindous ont attaqué, tabassé et assassiné tous les musulmans sur lesquels ils pouvaient mettre la main. Les paysans présentent beaucoup la solidarité interreligieuse au sein du mouvement comme le contraire, l'inverse des émeutes de l'année dernière. Et tisser tous ces liens, qu'ils soient interreligieux, politiques ou internationaux, ça marche. À partir de mi-février et jusqu'au jour où j'enregistre cette vidéo le 6 mars,
ces derniers jours ont été des bons jours pour le mouvement paysan. Alors, déjà, et à notre échelle, on participe un petit peu à ça, le fait que l'attention internationale et le regard tourné vers le gouvernement Modi limite un petit peu ses possibilités de répression. Par exemple, on peut citer Michelle Bachelet, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, donc l'ONU, qui le 27 février a critiqué la répression du mouvement paysan en disant qu'elle était caractérisée par, je cite, d'inquiétants écarts aux principes fondamentaux des droits de l'homme. La bonne nouvelle de la fin de la vidéo, c'est que la plupart des paysans qui ont été arrêtés et emprisonnés depuis le 26 janvier ont été relâchés fin février. Il en reste encore des dizaines, mais ça avance à grands pas. Parmi les sorties de prison, il y a Nodip Kaur, dont on a parlé un peu plus tôt, qui a été libéré le 26 février et qui, après un mois à avoir été torturé et agressé sexuellement par la police, est immédiatement revenu manifester sur les campements. Et puis, autre bonne nouvelle, depuis mi-février, le pouvoir judiciaire, les juges mettent des gifles à répétition dans la tête du gouvernement. Les décisions qu'ils rendent dans les procès relatifs au mouvement rappellent certaines libertés, par exemple celle de la presse, et contestent de temps en temps explicitement les motifs des arrestations arbitraires. Par exemple, lorsqu'un juge a ordonné la remise en liberté de Disha Ravi, la militante écologiste dont on a parlé un peu plus tôt, il l'a fait en expliquant, je cite, « Le délit de sédition ne peut être invoqué pour servir la vanité blessée du gouvernement ». Même chose le 3 mars, lorsque la Cour suprême, donc l'instance judiciaire la plus haute du pays, a rendu un jugement affirmant, je cite, « Ce n'est pas être coupable de sédition que d'avoir des opinions différentes de celles du gouvernement ». Un truc intéressant avec l'accusation de sédition dont sont accusés la plupart des manifestants, journalistes et opposants politiques arrêtés, c'est qu'elle repose sur des lois promulguées par l'occupant britannique lorsque l'Inde était une colonie. Loi qui donne un pouvoir considérable à la police, et notamment de ne pas avoir à attendre une décision judiciaire, une décision d'un juge, pour arrêter les gens et les mettre en prison. C'est une accusation redoutable, déjà parce que la peine maximale, c'est la prison à vie, mais aussi parce qu'en accusant quelqu'un de sédition, la police a la possibilité de laisser traîner le dossier judiciaire, et donc d'enfermer arbitrairement qui ils veulent, sans que ces personnes soient jugées. I think even more than retribution, what I feel is this to create a fear among the people that if you will speak up, then you could be sent to jail. You see, like this young lady sent to jail. Her parents Disha Ravi. Disha Ravi. But you're saying a very important thing, and I'm underlining it. Not only is sedition being used as retribution, it's also being used to frighten and to put fear into people. In other words, citizens that have the right to speak out fearlessly, the government is making them scared to do so with the threat of sedition. And this is an antithesis of democracy, because in my view, the citizenship should have no fear of the government in a democracy. And yet the use of sedition or the threat of sedition is making citizens afraid. It is. Bref, au début du mois de mars, donc en ce moment, on rentre dans une période où le mouvement a clairement vaincu la grosse phase de répression qui s'était abattue sur lui après le 26 janvier, et il en sort peut-être même renforcé. En tout cas, il reprend du poil de la bête, et après avoir passé février à être dans une position de défense, il commence à repartir à l'offensive. On en a vu une première tentative le 18 février lorsque des paysans ont bloqué certains réseaux ferroviaires et au moment même où j'enregistre cette vidéo, le 6 mars, ils sont en train de bloquer une grande autoroute de 135 km autour de Delhi du côté de l'Haryana. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, les paysannes ont prévu de manifester à Delhi, ce qui est vachement cool parce qu'on parle beaucoup des paysans, mais en réalité, les paysannes occupent un rôle absolument vital et crucial dans le mouvement. Elles sont très présentes dans les campements, mais aussi dans les villages où elles organisent l'approvisionnement des camps et où elles gèrent les champs pendant que certains hommes manifestent à Delhi. Il faut vraiment voir les campements autour de Delhi comme des extensions des villages plutôt que comme des structures autonomes. ज़्यादा है जितने कि पुरुषों की है। आप लोग देखिए, चाहे फैक्ट्री हो चाहे वो खेत हो, महिला घर में भी काम करती है और खेतों में भी काम करती है। महिलाओं की भी उतनी ही बुरी दशा हो रही है जितनी कि हम लोग किसानों की देख रहे हैं। तो मतलब महिलाओं का भी उतनी ही
भागीदारी है, महिलाओं की इतनी बुरी दशा है। महिला भी एक किसान है, महिला भी एक श्रम करती है, उसकी भी लूट होती है। तो महिलाओं को भी हम लोग लगातार यह आह्वान करते हैं कि महिलाएं भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो, ताकि महिलाओं की जो ज़िंदगी है वो भी आगे ठीक हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग महिलाएं हैं तो आज हमारे सामने नहीं दिख रही हैं, क्योंकि महिलाएं ठीक हैं और महिलाओं की भागीदारी हो रही है। हम लोग और भी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को लेके आया जाए। J'ai tourné cette vidéo le 6 mars, mais le temps de faire le montage, aujourd'hui on est le 26. Et forcément, pendant ces 20 jours, il s'est passé plusieurs trucs intéressants. Donc, très vite, à l'occasion du 8 mars, Nodip Kaur a fait une intervention sur la condition des femmes dalits. Les dalits, c'est ce qu'on appelle les intouchables en France, le système de caste en Inde, etc. Pendant cette intervention publique, elle a été attaquée par l'organisation de jeunesse de la RSS, donc par une milice. On en est à ce stade-là, hein, des milices fascistes qui ciblent et attaquent des personnes, des opposants politiques bien identifiés. Deuxièmement, il semblerait que le nombre de manifestants dans les campements paysans continue d'augmenter et on a de plus en plus de rassemblements paysans dans d'autres États que l'Haryana et le Punjab, même si on n'est pas encore sur une grande vague nationale. Troisièmement, début mars, l'Inde est entrée dans sa deuxième grande vague de Covid. Ça risque de forcer les paysans à changer leur mode d'action, notamment les grands rassemblements, et ça risque de donner au gouvernement une nouvelle excuse pour les attaquer. Empêcher un rassemblement pour des raisons sanitaires, c'est plus difficilement contestable qu'empêcher un rassemblement pour des raisons politiques. D'ailleurs, il commence déjà à y avoir des conflits entre les paysans et les autorités politiques des régions où un couvre-feu a été instauré, couvre-feu qui rend illégaux les campements et qui fait peser une menace judiciaire sur les leaders du mouvement. Et enfin, le 15 mars, les employés de banques indiens se sont mis en grève pour protester contre la privatisation de 2 banques. Le mouvement paysan a immédiatement soutenu cette grève. C'est pas très important, mais c'est un bon exemple de premièrement comment les paysans essaient de tisser un maximum de liens, et deuxièmement comment en réalité, les 3 lois auxquelles s'oppose le mouvement paysan ne sont que la partie immergée de l'iceberg. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup pour tomber sur des revendications politiques beaucoup plus générales, ce qui aide à tisser des liens avec d'autres secteurs de l'opposition politique au gouvernement Modi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. On n'a pas pu parler de tout parce que sinon on en a pour des semaines et de toute façon je suis sûr que j'ai oublié des trucs. Mais au moins on a un aperçu général de où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Du coup, conclusion. Résumé. 26 janvier, manifestation et début d'une énorme répression, que ce soit par les tabassages, les arrestations arbitraires de la police ou les attaques des campements par les milices fascistes. Les paysans ont démontré à cette occasion qu'ils ne bougeront pas d'1 centimètre tant que ces lois ne seront pas retirées. Début février, la situation dans les campements se stabilise et le conflit se déplace sur le terrain de la communication. D'un côté, le gouvernement présente les paysans comme des antinationaux séparatistes qui se battent pour leurs petits privilèges personnels au détriment des Indiens. De l'autre, les paysans tissent des liens. Ils montrent par la pratique aux Indiens que la propagande du gouvernement est mensongère, ils font preuve d'une solidarité de classe assez incroyable, ils attirent l'attention de l'international, etc. Et ça fonctionne pas mal. Fin février, début mars, beaucoup de prisonniers sont relâchés, le gouvernement subit une pression internationale et le mouvement paysan reprend du poil de la bête. C'est super cool, mais ça reste du court terme. Pour le long terme, ce qu'il faut regarder, c'est la concentration du pouvoir. L'Inde, c'est un État fédéral, un peu comme les États-Unis où chaque État a son propre gouvernement, ses propres lois et a pas mal d'autonomie par rapport au gouvernement central. C'est comme ça qu'en Inde, on peut se retrouver avec un État socialiste, le Kerala, dans le sud du pays. Aujourd'hui, l'un des gros obstacles qui empêche de se réaliser le projet de suprématie hindoue de l'Hindutva, c'est la structure fédérale de l'État indien. Alors même qu'il a une majorité absolue des sièges au Parlement et qu'il tient le gouvernement central, il y a un paquet d'États où le BJP, le parti de Modi, n'arrive pas à prendre pied. Depuis qu'ils sont arrivés au gouvernement, Modi et le BJP tentent de centraliser le pouvoir entre les mains du gouvernement central et ils y arrivent pas mal. Cette concentration du pouvoir, c'est la clé de la réussite ou de l'échec de l'Hindutva, donc c'est l'un des trucs à surveiller dans les prochains mois et dans les prochaines années. Mais l'une des clés encore plus immédiates à la défaite de l'Hindutva, c'est la réussite du mouvement paysan. Comme on l'a vu dans la première vidéo, l'Hindutva est un fascisme. Et l'une des caractéristiques de base du fascisme, c'est qu'il cherche à dissoudre les différences au sein d'un grand corps, d'une grande unité qui est présentée comme harmonieuse, sans conflit, sans politique. Cette grande unité, c'est la race, la religion, la nation, tout ce genre de trucs. Et tout ce qui ne peut pas être absorbé, donc dans le cas d'un suprémacisme religieux comme l'Hindutva, les musulmans, les sikhs, etc., est à terme soumis, expulsé ou exterminé. Pour cette raison, l'un des meilleurs antidotes au fascisme,
hormis taper des fascistes, ça a toujours été la solidarité qui, par définition, dépasse les différences et les conflits tout en les reconnaissant. C'est la solidarité qui permet de conjuguer différence et unité. Le mouvement paysan indien fait preuve d'internationalisme, donc de solidarité par-delà les frontières nationales. Il fait preuve d'une solidarité de classe qui dépasse notamment les différences religieuses, il tisse des liens politiques, il renforce les communautés au sein des villages. Le mouvement paysan indien repose sur la solidarité et c'est un vecteur de solidarité. Ça en fait l'antithèse et l'antidote à l'Hindutva et ça fait de la lutte des paysans quelque chose qui dépasse très largement les 3 lois néolibérales du gouvernement Modi et qui touche en réalité à l'antifascisme. De notre côté, le maître mot, ça doit être internationalisme, solidarité internationale. Bref, continuons à soutenir et à parler de la lutte des paysans indiens. Terminé.